Je suis prof de fac, alors j'ai l'habitude de parler très fort, mais c'est vrai que c'est plus agréable comme ça. Donc, je suis Catherine Benoît, je suis référente LFI pour les États-Unis et nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette réunion publique. Ici à People's Forum, et plus tard je parlerai de People's Forum, pour accueillir le binôme pour les législatives qui représente la NUP, cette nouvelle Union populaire écologique et sociale. Le binôme est constitué de Florence Roger, LFI, et de son remplaçant, puisqu'on dit remplaçant et non plus suppléant aujourd'hui, Oussama Larechi, EELV. Avant qu'il se présente, je voudrais vous parler un peu du déroulement de la soirée. Chaque représentant, leader, élu des formations de la NUP à New York dira quelques mots de bienvenue ou sur le mouvement ou le parti. Et ensuite, Florence invitera Oussama à se présenter. Puis, Florence fera une présentation de ce programme qui ne comprend que 650 mesures. Donc, on lui a dit 10 minutes, pas plus. Un quart d'heure. Parce que c'est vraiment un programme extrêmement détaillé. Si vous avez eu l'invitation par un mail, vous avez eu un lien pour feuilleter le programme si vous le souhaitez plus tard. Donc, on va peut-être commencer par les différentes formations par ordre alphabétique, ce qui donne Anne Lestrade, si tu veux bien, pour EELV. Merci Catherine. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, en effet, Anne Lestrade pour EELV, c'est-à-dire que je suis co-secrétaire Europe Écologie Les Verts pour l'Amérique du Nord. Et j'étais aussi la candidate désignée pour notre parti et très contente de pouvoir faire partie de cette grande coalition derrière le binôme de Florence et de Oussama. Que dire si ce n'est que, on l'a déjà dit, mais ça faisait 25 ans qu'il n'y avait pas eu de grande coalition, on va dire gauche plurielle. Alors pour la petite histoire, moi en 97, il se trouve que j'étais en délégation pour mon parti avec Cambadélis pour penser la gauche plurielle. Et donc, c'est vrai que ça m'amuse. Je suis désolée pour la petite... C'est pas une petite pique destinée à vous du tout. Mais c'est vrai que ça m'amuse de voir que certains, aujourd'hui, ont l'air de trouver étonnant cette coalition, alors qu'en fait, c'est de nouveau le regroupement de la gauche et des écologistes, que c'est une très bonne chose dans le paysage politique. Que si vous regardez le programme, vous verrez qu'on a énormément de choses en commun. Il y a évidemment des divergences, autrement on serait tous dans le même parti, et nous ne le sommes pas. Mais il y a énormément de choses en commun, et j'en citerai juste une, et je donnerai tout de suite la parole pour ne pas être longue. Mais moi, je suis une spécialiste des services publics et de l'eau. Et il y a beaucoup de mesures sur cette ressource vitale. Et je suis très contente de pouvoir retrouver ça dans le projet. Donc, n'hésitez pas à faire porter le message. Vous avez là, avec le programme de la NUP, non seulement un projet de gouvernement, mais aussi une vision du monde que nous devrions voir majoritaire à tous les niveaux, que ce soit ici, tous les niveaux politiques, que ce soit ici, au niveau national, mais aussi au niveau local. Et j'espère que cette grande coalition, c'est le début d'une grande histoire politique. Merci. Merci Anne. Cédric pour Génération. Merci. Hello tout le monde. Merci Catherine, merci Anne. Donc merci à tout le monde d'être venu ce soir. Je sais que c'est pas évident, un soir de semaine, de venir assister à une réunion pour la première circonscription des Français de l'étranger, blablabla, en Amérique du Nord. Donc moi je m'appelle Cédric et je milite avec le mouvement Génération qui a été créé par Benoît Hamon en 2017. Et voilà, j'en profite pour saluer les sympathisants qui sont dans la salle, Richard, Rosen et Louise qui doit être coincée dans le métro. Mais bon, bref. Je veux dire, pardon, ce soir, donc je vais essayer de pas être trop scolaire, j'ai pris des notes, mais je serai aussi très rapide. Ce soir, c'est le genre de soirée, de rencontre qui permet de faire basculer la balance en faveur de plus de justice sociale et environnementale.
Et concrètement, nous, là, les Français et les Françaises en Amérique du Nord, avec ces élections législatives, on peut élire la première femme députée de notre circonscription, Florence. Et donc, voilà. Sur un projet d'amélioration de la vie de nos proches en France, mais aussi pour nous ici en Amérique, stopper le délaissement des services consulaires. En plus de ça, Florence, ce sera aussi la première élue de notre circo à apporter des mesures sérieuses qui s'imposent pour lutter contre le réchauffement climatique en empêchant la spéculation de prévaloir sur notre environnement, sur la qualité de l'eau, de l'air, de l'alimentation et de notre santé. Avec par exemple l'interdiction du glyphosate immédiate dès qu'on sera au gouvernement. Sur les autres sujets, nous ne sommes pas condamnés à voir reculer nos acquis et nos services publics. Et de même, face au péril climatique, on ne peut pas abandonner les générations qui viennent et celles qui sont déjà là. Donc moi, je pense que dans la lutte, il y a de l'espoir d'un pays meilleur pour tous, une France qui pourrait inspirer et rayonner jusqu'ici. Cet espoir, il est incarné par Florence Roger, notre prochaine députée, et son suppléant, Oussama Larichi. Donc voilà, votez Florence, c'est écrit sur le t-shirt. Et puis, je rends le micro. Merci Cédric. Et maintenant, Sullivan Berthier pour l'EPS. Merci Catherine. Alors moi, je suis Sullivan Berthier, le secrétaire de la section du Parti socialiste de New York. Il y a d'autres membres de la section aussi dans la salle. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir pour soutenir l'alliance NUPES en général et en particulier la candidature de Florence et Oussama. Comme l'a rappelé Anne, il y a certaines choses qui nous divident dans l'alliance NUPES, mais il y a surtout des choses qui nous rassemblent, notamment nos deux ennemis communs, Emmanuel Macron, La République En Marche et l'extrême droite. Et les choses qui nous rassemblent, le programme, car nous avons à cœur nous partageons nos programmes sur la justice sociale, La justice sociale, l'écologie et l'économie sont des points très importants pour nous. Il y a 650 mesures qui sont proposées. Je pense que Florence reviendra sur ces mesures, mais j'en cite quelques-unes importantes qui sont pour nous importantes au PS. La revalorisation du SMIC, le droit de la retraite à 60 ans, l'affirmation d'un impératif de justice écologique, la 6e République, le développement des services publics et bien d'autres choses. Et je préfère laisser la parole à Florence et à vous pour que vous puissiez poser des questions. Et bon courage et bonne chance. Merci Sullivan. Moi, je vais être très brève pour parler de la France insoumise, d'autant qu'on n'est pas nombreux ce soir. À la France insoumise, on voyage beaucoup. Donc, c'est moi qui reprends le micro. Je voudrais juste indiquer qu'à New York, toutes ces formations politiques travaillaient ensemble déjà avant la NUP, avec des hauts et des bas suivant les élections. Mais pour les dernières, les sénatoriales, la sénatrice des Français de l'étranger, Mélanie Vogel, d'Europe Écologie Les Verts, conduisait une liste en fait avec des personnes d'autres formations, dont la France Insoumise, pour la deuxième personne sur la liste. Et avant même ces sénatoriales, depuis 2012, en fait, depuis les législatives où il y avait une candidate femme qui a été élue, Corinne Narissiga, au PS, on a appris à se connaître. Elle a été élue et après, elle a été, pour des problèmes techniques absolument idiot, dirons-nous. Elle a dû démissionner, ainsi qu'un certain nombre d'autres députés du même parti. Donc, l'union, elle devait se faire par le haut. Elle s'est faite non pas simplement pour un accord électoral, mais sur la base d'un programme ambitieux, d'un programme de gouvernement qui ne pourra être mis en œuvre, et vu la maltraitance sociale, la maltraitance écologique, il faut carrément changer de cap. Elle pourra être mise en œuvre que si on a cette majorité à l'Assemblée. Ce qui ne veut pas dire qu'on va perdre nos individualités. Comme vous le voyez, toutes les formations sont présentes sur la charte graphique. Mais pour passer ce cap de l'élection, il faut vraiment travailler ensemble. Et je crois que ce soir, le nombre de personnes présentes ici, le fait qu'on ait pu préparer cette soirée dans ce lieu mythique. Alors voilà, je voulais dire juste une chose. People's Forum, pour nous, est un lieu mythique. Quand ce lieu a ouvert en 2018,
la première conférence, en fait, a réuni un certain nombre de politiques, dont Daniel Obono. Donc, ça nous fait, c'est très étrange, enfin, c'est étrange, et pas simplement étrange, mais c'est pas rien d'être là 3 ans plus tard, 4 ans plus tard pour cette élection. Je vais m'arrêter là et je vais demander à Oussama et à Florence de venir ici. Et je crois que Florence, tu veux présenter Oussama ? Merci. Tu veux qu'on soit assis ? Alors, je vais vous parler d'Oussama. Je suis très contente de travailler avec toi, Oussama. C'est quand même quelque chose d'important. On fait un très bon binôme. C'est pas forcément évident, mais il se trouve qu'on travaille très, très bien ensemble. Donc, c'est quand même une bonne chose. Et on se régale dans cette campagne. Donc, Oussama, tu as 34 ans. Tu vis à Chicago. Tu as 2 enfants. Tu travailles dans la data analyse, dans le domaine médical. Je hoche la tête parce que je suis médecin, mais ça, il va le dire après. Tu es conseiller des Français de l'étranger et en moins d'1 an de mandat, tu as déjà développé une école flamme à Cleveland. Voilà. À toi. Écoute, je vais reprendre. Donc, merci Florence de m'avoir présenté. Je suis très heureux. J'ai l'impression que ce micro ne marche pas très vite. Ouais, c'est un peu mieux. Donc voilà, moi, je suis Oussama, comme m'a présenté Florence. Ça fait 8 ans que j'habite aux États-Unis et aujourd'hui, en fait, c'est avec beaucoup d'humilité que je suis là devant vous ce soir. C'est vraiment avec beaucoup d'humilité parce que, comme le rappelaient tous les leaders des mouvements politiques de gauche, l'union est là, elle n'est pas fortuite, elle n'est pas là par hasard, elle est là parce qu'elle est nécessaire. Elle est vraiment nécessaire, d'autant plus que là, je le dis, dans un endroit mythique, comme tu le rappelais, Catherine, et parce qu'on vit des crises majeures, des crises écologiques, donc on le sait tous. Aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de conviction, c'est une affaire de science. Les faits sont là, le rapport du GIEC est clair et net, on a 3 ans pour agir. Donc il n'y a plus de conviction là, il faut juste écouter les faits. La crise, elle est aussi sociale. On la vit moins ici en Amérique du Nord parce qu'on est, pour la plupart d'entre nous, privilégiés. Mais en France, elle est là. Les inégalités se creusent, la pauvreté est toujours là, alors qu'on est quand même un pays membre du G7. On a aussi la crise démocratique et le manque de représentativité du Parlement, de nos élus. On ne se retrouve pas dans nos élus. Ici, en Amérique du Nord, spécialement, l'abstention, les gens ne se présentent pas au vote, donc on a un gros problème d'abstention ici, surtout pour les législatives. Et donc, en fait, aujourd'hui, à vous entendre toutes et tous qui ont présenté un peu les partis, j'ai envie de simplement nous applaudir, parce qu'ils l'ont fait en haut, mais nous aussi, on l'a fait en bas. Vraiment, parce que c'est très important. Et je vous le dis, d'autant plus que moi, la politique, c'est pas mon métier. Et je me bats pour que la politique arrête d'être un métier. Et en fait, quand la politique, c'est pas son métier et qu'on découvre les coulisses, on se rend compte que c'est très dur. Ce qu'on vient de faire aujourd'hui, qui a été fait au national et qui a été fait ici sur le terrain par les militantes et les militants, c'est quelque chose d'historique, mais aussi de très dur à faire. Et en fait, aujourd'hui, on est là devant vous parce qu'on a pris la mesure de ces crises dont je parlais tout à l'heure. On a pris aussi nos responsabilités parce qu'on fait de la politique, c'est pour aller gouverner. C'est en tout pragmatisme pour aller trouver des solutions à ces crises. Donc c'est très important qu'on soit là, unis aujourd'hui. On n'est pas là pour faire de la figuration, on y va pour gagner, pour aller au gouvernement, pour avoir un gouvernement, pour avoir un Premier ministre de gauche, pour pouvoir mettre en place les lois qui nous aideront à aborder ces crises. Et voilà. Et je voulais aussi ajouter le sens un peu de ma suppléance. Aujourd'hui, moi, je suis conseiller des Français de l'étranger, donc je suis un peu votre élu local, pas pour vous ici à New York, mais pour la circonscription de Chicago, la 4e
circonscription consulaire des États-Unis, qui englobe 13 États, donc un territoire grand comme 6 fois et demi la France. Donc en fait, c'est très important pour Florence, qui sera parlementaire, d'avoir ce réseau de terrain. Parce que nous, on sera là. Derrière Florence, il y a le plus grand réseau d'élus de tous les candidats aux législatives. Elle a des élus au Canada, elle a des élus aux États-Unis. Et puis nous, en tant qu'élus, on est là pour lui faire remonter la réalité du terrain, les problématiques des Français de tous les jours. Aujourd'hui, il y a eu un décret qui est sorti de nulle part qui va augmenter les cotisations retraite des profs détachés ici. Donc de 11%, on est passé à 25%, et ça, même les élus de la majorité l'ont découvert dans la presse. Et donc en fait, cette augmentation-là, c'est très simple, parce que moi je suis élu local, j'ai 2 enfants comme tu le rappelais, ils sont au lycée français de Chicago. En fait, cette augmentation des cotisations retraite, elle me revient à moi au final. Par effet domino, ça va être sur les frais de scolarité. Donc c'est tout simple, parce qu'on ne va pas baisser les salaires des profs, on ne peut pas les baisser, les profs ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts, encore plus en métropole. Donc voilà, en fait, il faut que la candidate et la future élue aient ce réseau d'élus, de militants ici. Et donc, en fait, c'est tout le sens de ma suppléance aujourd'hui. Et puis, je ne serai pas un suppléant qui arrêtera le jour où Florence sera élue. On s'est déjà concerté là-dessus. C'est une relation sur 5 ans qu'on veut mener pour non seulement aider à affronter les crises majeures auxquelles il faut des solutions globales, mais aussi pour trouver des solutions locales pour les Français qu'elles représentent. Et je terminerai simplement, parce que j'en profite, on est en live stream et c'est enregistré, to say a word in English, because there is a lack of representativity of the French American and the Canadian American citizen. They represent approximately 30% of the electorate here. Those are people that don't speak French. And me, I'm an elected official in Chicago, and when I receive people like that, the first thing they tell me is that they are intimidated by our French services there. After a certain generation, they're ashamed to go to the consulate, ask for their citizenship, passports, any services. And that is not who we are as the left. It is really important, because inclusion is the basis of our foundations, of our IDs. And we want to include everyone. And I want to tell them, rest assured, with Florence at the Assemblée, you will not be left behind. And thank you. Go vote. And voilà, je te passe la parole, Florence. Pardon, j'étais un peu passionné, mais c'est important. Oui, tout à fait. Pardon. Je vais enchaîner quand même. Je vais présenter ma candidate. Et donc, en fait, Florence, déjà, j'ai beaucoup de respect pour ton parcours. Tu viens du sud de la France. Tu as fait tes études de médecine à Toulouse. Et tu as pris ce qui, à mon sens, est la voie la plus engagée de la médecine, où tu as choisi, après avoir fini ta médecine, d'aller exercer dans un désert médical. Donc, Florence, par cette expérience-là, vous nous prouve à toutes et à tous qu'elle connaît les Françaises et les Français, parce qu'elle n'est pas une politique de métier. Elle a exercé, elle a rencontré la France, elle connaît très bien les problèmes des hôpitaux, les problèmes de la santé en France, etc. etc. Elle a aussi, depuis maintenant 6 mois, emménagé à Montréal. Plus de 6 mois, pardon. Presque 1 an qu'elle est à Montréal. Et donc, du coup, à travers son expérience à Montréal, elle connaît aujourd'hui la réalité d'une grande partie des Français de l'étranger ici en Amérique du Nord. Parce que Montréal, c'est quand même l'une des plus grandes, si ce n'est, je crois, la plus grande communauté de Français à l'étranger. Et du coup,
je suis très heureux d'être avec toi dans ce ticket. Et voilà, et je te passe la parole. Je suis désolé, j'ai pris un peu de temps, mais je suis très heureux d'être avec toi ce soir. Et voilà. Moi, je me lève parce que je suis petite, contrairement à Oussama. Alors, je vais vous parler un petit peu, mais je vais essayer de ne pas parler très longtemps. Donc oui, j'ai l'accent du Sud-Ouest. Le but de cette soirée, c'est quand même d'être un moment d'échange, c'est de recueillir vos questions, vos interrogations. C'est aussi et principalement à ça qu'on sert. Donc, comme le disait Oussama, et je vais reprendre un petit peu dans ma présentation les 3 crises qu'il a énoncées, en commençant par l'écologie. L'écologie, c'est ce qui m'amène ici ce soir. C'est ce qui m'empêche de dormir la nuit. C'est ce qui fait que je m'expose un petit peu comme ça, alors que je n'ai pas forcément vocation à m'exposer de base. Donc on le sait, la crise écologique, le dernier rapport des Nations Unies qui est paru le 26 avril, d'ici à 2030, on aura 560 catastrophes naturelles par an dans le monde, une catastrophe et demie par jour, qui sont toutes dues, toutes conséquentes à des décisions humaines. Donc il est encore temps d'agir, il est urgent d'agir, comme on disait avec Catherine tout à l'heure. C'est déjà le cas, le changement climatique est déjà présent, il fait 50 degrés à l'heure actuelle en Inde et au Pakistan. Il y a 15 départements français qui sont en état de sécheresse, on est fin mai. Le jour du dépassement cette année, c'était le 5 mai. L'année dernière, c'était en juillet. Et on a, pour parler plus localement, au niveau de l'ouest des États-Unis, je crois, 20 ans de sécheresse et d'incendie, chose qui n'est pas parvenue depuis plus de 1200 ans. Donc voilà. Alors maintenant, on a des propositions. Maintenant, on va essayer d'agir. Donc notre programme, c'est la bifurcation écologique qui passera par la planification. On a une première chose dont je vais vous parler parce que je pense que ça parle à tout le monde, c'est la règle verte. Chez ELV, je crois que ça s'appelle la règle d'or. Il s'agit d'inscrire dans la Constitution qu'on ne peut pas prélever plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Et on ne peut pas polluer et produire plus de déchets que ce qu'elle peut supporter. Ensuite, je vais parler de quelque chose qui est en général très important dans les débats, c'est l'énergie. Donc, dans notre planification écologique, on propose bien évidemment de miser sur les énergies renouvelables, ce qui a plusieurs vertus. Ça a une vertu de relance économique par l'investissement public, et je pense qu'on en a beaucoup besoin à l'heure actuelle en France, de relance économique. Ça permet la réindustrialisation de notre pays, puisque avec des financiers aux commandes, et même ceux qui étaient là avant, on a notre industrie qui est complètement en train de se déliter. On le sait, Emmanuel Macron a vendu les turbines Arabelle à General Electric et est en train de les racheter à prix d'or. Voilà, donc ça permettra d'avoir une nouvelle industrie en France et ça nous permettra bien sûr une certaine indépendance énergétique que nous n'avons pas à l'heure actuelle et dont nous payons le prix fort, si ce n'est sur le plan écologique, mais également sur le plan financier. En donnant quelques exemples concrets, vous ne connaissez peut-être pas trop Jean-Luc Mélenchon, mais moi je le connais bien, et il parle énormément des éoliennes offshore. C'est quelque chose de très important, de très facile à mettre en œuvre, les éoliennes terrestres également. Et il y a d'autres choses très intéressantes, comme par exemple le photovoltaïque. Et il existe quelque chose qui s'appelle le photovoltaïque organique. C'est quelque chose qui, à produire, est totalement carbone neutre, qu'on peut produire de façon locale, sans utiliser de matériaux rares, sans dépendre d'autres pays avec des démocraties ou des systèmes plus ou moins autoritaires. Et ça donne un aspect très intéressant aussi sur l'énergie. À l'heure actuelle, en France, on est très habitué à un système très vertical, très centralisé. Et c'est le cas également pour l'énergie avec EDF. Et on pourrait prendre exemple sur le modèle allemand, où il y a beaucoup plus de production et de consommation locale, d'autoproduction et d'autoconsommation d'énergie. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que ce mode de production d'énergie, ça demande beaucoup plus de démocratie participative. Et ça tombe bien, puisqu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une grande crise démocratique. On a 30% d'abstention, plus de 40% de vote pour les extrêmes. Le vote pour les extrêmes n'est pas juste un vote raciste, pas majoritairement, du moins je pense, c'est un vote d'emmerdement des élites, d'oubli. C'est pour ça que c'est un vote dans les campagnes qui étaient auparavant de grands bassins industriels. Donc il est urgent de sortir de ce modèle dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, de la Ve République, qui est un gant qui a été taillé pour la main du général de Gaulle
et qui n'est plus du tout d'actualité à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on est dans un régime semi-présidentiel et les gens savent très bien que quand ils élisent un président, ils lui donnent quitus pour 5 ans, donc il ne se déplace plus, et on les comprend. Donc on propose de réinstaurer de la démocratie participative. Ça peut passer par le référendum d'initiative citoyenne, ça peut passer par le référendum révocatoire des élus, et également par la constituante, qui nous amènera vers une 6e République qui ne sera bien sûr adoptée que si la majorité de la population est d'accord à appeler à un référendum. Je vais également parler d'une crise qui me touche énormément, bien sûr, c'est la crise sociale. Quelqu'un le disait en introduction, justice sociale et environnementale sont étroitement liées. La satisfaction de nos besoins élémentaires est étroitement liée, bien entendu, aux écosystèmes. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Et je vais parler, par exemple, de nos services publics, à commencer par la santé. Il y a effectivement un grand délitement du système de soins à l'heure actuelle en France. Un grand CHU comme Bordeaux voit ses urgences fermées la nuit. C'est pas normal. On a une augmentation de la mortalité infantile en France. À l'heure actuelle, ça ne s'est pas produit depuis 50 ans, je crois. C'est du jamais vu. En parlant je ne vais pas commencer à vous parler de la médecine générale parce que sinon on va y passer la soirée, mais il y a un gros problème. Il faut totalement réinventer les soins primaires. Et on le voit, alors je ne sais pas exactement comment c'est aux USA, mais c'est également le cas par exemple au Québec, où pour avoir accès à un médecin de famille, les gens sont sur une liste d'attente pendant 4-5 ans. Et ce délitement du système, il est fait exprès, on purpose. Il est fait exprès. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous en avez vraiment, vraiment marre d'avoir attendu 5 heures aux urgences, ou que vous avez croisé que des soignants en grève, ou que votre médecin généraliste vous a dit « les prochains rendez-vous, c'est que dans un mois », on va vous dire « les cliniques, c'est quand même vachement mieux ». Et donc, vous allez être d'accord pour une privatisation du système. Et c'est pareil pour l'éducation. On met en concurrence les universités, on met en concurrence les écoles. Les diplômes à l'heure actuelle ne sont plus équivalents, ce qui est totalement aberrant, ce qui enlève toute forme de méritocratie et d'accès à l'éducation qui soit équitable. À l'heure actuelle, on n'a plus aucun prof qui se présente au CAPES. Pourquoi ? Parce qu'il bosse pour 1,1 une fois le SMIC, alors qu'il y a encore 30 ans, c'était presque 3 fois le SMIC. Et on leur dit encore qu'ils ne travaillent pas assez. Donc il y a un désintéressement au niveau de l'éducation. On ne peut pas dans un pays, on ne peut pas se passer de la santé et de l'éducation. Pourquoi ? Parce que ce sont des investissements. Mais c'est ce que nos gouvernants qui pensent notre pays comme une entreprise ne comprennent pas. Quand on investit dans la santé, on s'évite les 50 milliards de dépenses pour les maladies cardiovasculaires et le diabète. Quand on investit dans l'éducation, on forme de fantastiques chercheurs qui ensuite partent aux États-Unis parce qu'il n'y a pas les financements pour la recherche. On forme de brillants étudiants que j'ai beaucoup rencontrés et j'ai presque envie de dire malheureusement en Amérique du Nord. On forme de super ouvriers qualifiés qui pourraient réparer les fuites des centrales nucléaires. À l'heure actuelle, on ne trouve personne. Donc il est urgent de remettre l'éducation et la santé au cœur de notre système et d'arrêter d'essayer de faire des économies dessus. Voilà. Je ne sais pas ce que je pourrais trop dire d'autre. Tu as une idée ? Oui, il y a aussi les Français et l'étranger quand même. Vous en fait. Vous. Donc les Français et l'étranger. Pour moi, les Français et l'étranger, donc vous l'avez compris, je ne suis pas là depuis très longtemps. Pour moi, il y a 2 choses. À titre personnel, ce que j'ai observé, ce qui m'a choqué lorsque je suis arrivée, c'est qu'effectivement, on observe ici, sur le sol nord-américain, une sorte de caricature de ce qui est en train de se passer en France. Donc effectivement, il y a des systèmes mixtes, mais le système de retraite est surtout un système de retraite par capitalisation. Et ça, ne vous méprenez pas, hein. Ça sert à ça, la retraite à 65 ans. Hein. C'est la même chose que pour l'hôpital, la même chose que pour l'école. On finira par vous dire, t'as pas envie de cotiser jusqu'à 65 ans, tu t'es cassé le dos et t'as fait 3 infarcts, mais pas de souci. Va investir dans tel fonds de pension, etc., etc. Et puis petit à petit, on va rogner dessus. Donc j'ai pu observer des choses comme ça. Le système de santé, bien sûr, moi, ça me choque énormément hein, qu'on puisse pas. Au Québec, c'est plutôt pas mal, mais ça me choque énormément qu'il faille payer. Au Québec, il y a quand même un système de santé à 2 vitesses. Hein. C'est-à-dire que si on n'a pas accès au système public, si on veut avoir des soins rapidement, il faut payer. Voilà. Et bon, moi, ça me choque énormément que pour avoir accès à la santé, il faille payer et débourser des sommes conséquentes. Donc j'ai pu observer ces choses-là. Donc déjà, c'est la première chose qui m'a un petit peu choquée à titre personnel. Ensuite, pour les Français et l'étranger, l'un découle de l'autre. Le sous-investissement dans le service public en France
Et donc, la diminution de budget de ministères qui sont pourtant fondamentaux, comme le ministère des Affaires étrangères, découlent en fait les conséquences pour les Français de l'étranger. Si vous voulez refaire faire un passeport à l'heure actuelle à Montréal, il faut 7 mois. Il n'y a plus de personnel dans les consulats. Ben oui, on les a modernisés. Donc, il n'y a plus personne. Donc, du coup, ce monsieur qui a des métastases plein la tête et qui voudrait bien finir ses jours en France, eh ben, il a un délai de 7 mois pour refaire faire son passeport. Donc, heureusement, on a des conseillers qui sont là pour agiter les sonnettes d'alarme et taper sur les bonnes épaules pour avoir des procédures d'urgence. Mais enfin, c'est complètement anormal et ça exclut de fait donc tous les cas particuliers et toutes les personnes qui n'ont pas accès au numérique. Et un délai de 7 mois, c'est pas raisonnable tout court. On a ici le problème d'accès aux soins lorsque vous rentrez en France avec les 3 mois de carence. Je ne sais pas si on arrivera vraiment à faire sauter ces 3 mois de carence, mais pour les soins urgents, ça me semble quand même élémentaire. Donc, tout ce qui est soins urgents, tout ce qui est hospitalisation, il faut complètement que ce soit revu. Il y a aussi le problème d'accès à la carte vitale. Ça, vous connaissez bien ici aux USA, d'accès à la carte vitale quand on est retraité. Toute personne qui perçoit une retraite française devrait avoir accès à la carte vitale. C'est le minimum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'éducation. Oui, il y a l'éducation. Oui, il y a l'éducation francophone. Donc, alors on m'a dit tout à l'heure, mais c'est plus facile au Québec. C'est plus facile au Québec, mais parce que c'est francophone, mais les diplômes ne sont pas strictement équivalents. Donc, quand on a des familles qui rentrent sur le territoire français, elles ont des difficultés à réintégrer leurs enfants dans le système éducatif français. Ici, donc, tous les établissements dans lesquels vous devez mettre vos enfants pour qu'ils aient une éducation francophone sont des établissements payants. Donc, il y a de grosses difficultés d'accès aux bourses. Et si j'ai bien compris, non seulement les algorithmes décisionnels pour les bourses sont très compliqués, mais en plus, ce n'est pas pérenne. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, vous ne savez pas forcément si votre enfant aura à nouveau la bourse l'année suivante. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. On peut tout à fait augmenter le nombre de personnes qui sont reçues pour les bourses et simplifier les algorithmes afin qu'on ait une certaine visibilité sur l'obtention des bourses d'une année sur l'autre. Ensuite, il y a les programmes Flamme qu'il faut favoriser. Il faut aussi démocratiser, donner plus de moyens au CNED, le rendre gratuit. C'est quand même quelque chose de très important. Et évidemment, quand il n'y a plus de fonctionnaires, ouais, je vais terminer, Catherine, mais j'ai fini dans 1 minute. Merci. C'est très important, le timing. Mais j'ai fini. Quand il n'y a plus de fonctionnaires, quand on est Emmanuel Macron et qu'on supprime le service public, ben, du coup, il n'y a plus personne pour payer les retraites des fonctionnaires qui restent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On augmente subrepticement, là, avec un petit truc qui passe même pas par l'administration, un petit décret qu'on publie comme ça, on augmente les cotisations de ceux qui restent. Donc, on augmente les cotisations de 11 à 27,7% des fonctionnaires détachés. Et donc, ça retentit forcément, comme le disait Oussama, sur les frais de scolarité qui explosent. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci Florence, merci Oussama. On peut peut-être prendre les questions, mais avant, je voudrais vous préciser, j'ai oublié de le faire au début de la réunion, que le bar et la cuisine sont ouverts. Donc, vous auriez pu commander, on vous aurait apporté ce que vous vouliez pendant la présentation, mais c'est toujours possible maintenant. Donc, il y a des bons cocktails. Et puis la cuisine est pas mal, si on veut des snacks. Donc, pour les questions, Toscani, qui est ici, va se déplacer dans la salle avec un micro. Dès qu'il y a un bras de levé. Vas-y, Sullivan. Quelle est pour toi, Florence, la mesure la plus importante que tu vas défendre une fois que tu seras élue? Une des premières mesures, celle qui te tient le plus à cœur? L'écologie, la règle verte, inscrire dans la Constitution. Pour moi, c'est un premier pas, en fait. C'est un premier pas vers la direction qu'on doit urgemment prendre. Voilà, la règle verte. Bonsoir, je m'appelle Guy de Baer et à moins que je me trompe, c'est grâce à la France insoumise et Mélenchon que la France n'a pas basculé vers le sud.
et le fascisme. Et ma fille et moi sommes toujours très fiers d'aller voter au consulat ici. Ma fille ne parle pas le français du tout, en fin de compte. Et ce que je veux demander, parlant de justice sociale, et il y a beaucoup de parler ici et comme en Europe de le grand remplacement. Et ça devient de plus en plus grave. Et on le voit ici, c'est pas nouveau du tout. Et la politique nationale d'éducation en France, c'était toujours de ne pas raconter l'histoire des colonies, quoi. Et c'est un rapport un lien très intime avec l'écologie, pour la moindre des choses. Et que pensez-vous de réforme de politique pour l'éducation nationale là-dessus? Merci. Alors, je pense que dans le système éducatif français, il y a beaucoup à faire et beaucoup à revoir. On est dans un système qui est très normatif, qui est très rigide. Je comparais ce midi avec Christine qui m'héberge. Elle a sa filleule, Maë, qui est française, qui est là pour 6 mois, qui est au lycée français. Elle n'a pas de devoirs. Je trouve ça merveilleux. Et du coup, elle passe ses soirées à faire du dessin et à se consacrer aux choses qui la passionnent. Et elle se sent bien plus, on va dire, intégrée et prise en compte telle qu'elle est. Donc, il est urgent déjà, d'une part, de former nos professeurs à la pédagogie. À l'heure actuelle, les professeurs en France sont de brillants intellectuels, très avancés dans leur sujet, mais qui n'ont pas de formation à la pédagogie. Et il faut également leur permettre de se distancer de la programmatique qui est dictée, encore une fois, de façon extrêmement verticale. Je ne pourrais pas forcément entrer plus dans les détails parce que je ne suis pas une experte en pédagogie, mais en tous les cas, je pense qu'on est dans un système à l'heure actuelle éducatif français qui est beaucoup trop rigide, beaucoup trop normatif. Et il y a également, on le disait tout à l'heure, un manque de moyens. Si on donne plus de moyens, on aura forcément un meilleur contenu éducatif et une meilleure pédagogie. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais en tout cas, ça te va? Oui, complète. Moi, je voulais juste revenir parce que vous avez mentionné le grand remplacement et les théories un peu fumeuses qui circulent. Yeah. Oui. Alors, en fait, pour moi, pour vivre aux États-Unis, j'y suis depuis 8 ans. J'ai été très touché, comme beaucoup d'entre vous, des événements de 2020 avec la mort de George Floyd, etc. Et puis, j'ai été aussi ébloui par l'élan qui a été pris par beaucoup de gens. Et moi, c'est pour ça que je mets l'éducation avec un grand « et », parce que ce n'est pas que dans les écoles. Et puis, en fait, par exemple, mon entreprise, qui n'est pas forcément une entreprise très altruiste, etc., a pris en main ce sujet et a mis en place des formations où il s'agissait notamment de déconstruire ce qu'on connaissait, nous, en tant qu'adultes, par exemple, pour les hommes blancs qui sont ici, qui n'ont jamais connu la discrimination, etc. Il y a plus un effort de déconstruction de ce qu'on connaît, de nos acquis de connaissances, de comment on se comporte en société, et pour revenir ensuite avec l'éducation. Donc, pour moi, en fait, c'est vrai qu'il y a des problématiques en France, il y a beaucoup de réticences, etc. Mais je pense que l'effort, il doit être pris aussi à la très grande échelle, surtout, il y a beaucoup d'associatifs là-dedans, etc. Mais avec des élus comme Florence, on sera capable d'aller mettre des lois qui nous permettront, qui nous donneront les moyens de pouvoir mettre en place ces espèces de déconstruction. Je pense par exemple aux États-Unis, avec Trump, ce qui était très dangereux, c'est qu'ils ont arrêté justement tous ces cours pour les fonctionnaires fédéraux.
Et en fait, en France, on n'en a pas. Les cours qui nous permettent de comprendre un peu plus ces problèmes, etc. Je regarde par exemple Catherine qui est spécialiste en fait de ces choses-là au niveau universitaire. On n'en a pas, par exemple. Et ça, c'est quelque chose de concret que peut faire un parlementaire ou une parlementaire. Et donc faire des lois pour que tous nos fonctionnaires soient formés et soient justement puissent déconstruire ce qu'ils savent et être reformés d'une manière plus pérenne, parce que c'est aussi de la durabilité, ça. C'est de la durabilité sociale. C'est pour qu'on puisse vivre à long terme en cohésion les uns avec les autres. Parce que n'en déplaise à tous les gens qui veulent renfermer la France, les frontières, elles seront toujours, on trouvera toujours des moyens de voyager, de s'installer, de partir. C'est la nature humaine. Et donc, en fait, finalement, on va aussi devenir un melting pot comme tous les pays au monde. Et voilà. Et nous, on n'est que de passage, mais je peux vous assurer que nos enfants et nos petits-enfants ne connaîtront pas de frontières fermées. Ça n'existera pas. C'est juste des rêves pour susciter les ferveurs d'extrême droite qui sont à combattre tous les jours et partout. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le grand remplacement, c'est un épouvantail agité par l'extrême droite et par la droite pour évacuer les problèmes sociaux. Donc on espère qu'en investissant l'Assemblée, on gauchise un peu le débat et qu'on sorte de ces théories qui sont plus que fumeuses. Voilà. On a tout dit en fait, c'est ça. Oui, je souhaite rebondir justement sur ce que vous venez de dire avec l'Assemblée à gauche. Est-ce que c'est vraiment possible de gauchiser le débat alors que la plupart des grands médias sont contrôlés finalement par une minorité qui impose en fait cette rhétorique d'extrême droite en permanence? Alors, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Déjà, on peut lutter contre la concentration de l'information et des médias, chose qui a été faite de façon très très molle par le Sénat. Et d'ailleurs, je pense que nos sénateurs à gauche et ELV sont bien déçus de la tournure qu'a pris l'audition de M. Bolloré et consorts. Donc on peut lutter contre la concentration des médias. Et il y a quelque chose d'important aussi à savoir, et Alexis, en toute bienveillance, les médias sont souvent un petit peu partisans de l'ordre établi. Ils vont un petit peu là où on les amène, là où va le débat politique. Donc on va aussi tabler sur le fait... Moi lorsque Jean-Luc Mélenchon a dit « Élisez-moi Premier ministre » et qu'on a tous accouché de la NUPS, j'ai allumé une radio française et j'ai entendu blocage des prix. Mon Dieu. Et ce n'était pas Jean-Luc Mélenchon qui parlait. Et je me suis dit, waouh, une idée de gauche sur une matinale. Donc il y a aussi cet espoir-là. Et il y a également investir, bien entendu, dans la presse, en fait, tout court. C'est-à-dire permettre à la presse de pouvoir s'exprimer, à la presse papier de survivre. Je suis une grande défenseuse de la presse papier. Donc il y a toute une logique politique. C'est tout à fait possible sur un plan politique de favoriser la presse, de favoriser l'indépendance de la presse. Il y a tout à fait des choses qu'on peut faire. Je ne sais pas si ça te rassure un peu, mais voilà. Mais... Là. Bonjour, je m'appelle Marc, j'habite à Brooklyn depuis presque 3 ans. Je n'en suis pas à ma première expatriation et quel qu'était mon pays d'accueil, j'ai toujours été très attaché au rayonnement de la France et à l'image des Français à l'étranger. Aujourd'hui, je suis toujours très fier d'être français quand je parle à un Américain. Et je me rends compte que c'est en fait ma principale source de fierté, c'est d'être français. Aujourd'hui, quand je vois la France dans le monde, je me dis qu'avec cette mondialisation courante, même si la France a une sorte d'exception culturelle très, très forte, d'un point de vue économique et même pour se défendre face à des ogres que sont les États-Unis, la Chine et dans une moindre mesure la Russie, on ne peut pas faire sans l'Europe. On ne peut pas faire sans des alliés aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Europe,
cale un petit peu, surtout depuis 20-30 ans. Je suis un peu inquiet aujourd'hui sur les discours qui sortent un peu de nos partis de gauche et sur les désaccords qu'il pourrait y avoir face à cette Union européenne qui cale et qu'il faudrait, selon moi, redynamiser. Et je voudrais savoir un petit peu votre position, aussi bien en tant que tête d'affiche de cette nouvelle union et aussi en tant que représentant à l'étranger, donc avec cette position internationale qui est la vôtre. Alors, je vais parler, puis probablement toi après. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas du tout contre l'Europe. Je parle pour la France insoumise, bien entendu, puisque Europe Écologie, on se doute bien que... et le PS aussi. On n'est pas du tout contre l'Europe. On est au contraire, comme tu l'as dit, pour réinventer l'Europe. Je trouve, et je le dis parce qu'on est un peu entre nous ce soir, je trouve que personnellement, à la France insoumise, sur l'Europe, on n'a juste pas été assez hypocrite. Quand on a dit qu'on voulait désobéir à certains traités, on pensait par exemple à la règle des 3% de déficit. La règle des 3% de déficit, elle a été établie un soir de mai 1981 par 2 ministres sous Mitterrand qui se sont dit 1, pas assez, 2, pas assez, 3, c'est la Sainte Trinité, faisons 3. Voilà, c'est à cette règle que nous sommes soumis à l'heure actuelle, à cette règle, qui ne permet bien entendu pas de pouvoir investir comme on veut dans la bifurcation écologique et dans nos services publics. Donc nous, on veut désobéir à cette règle, par exemple, ou demander, tu vois, simplement une dérogation, ce qui est possible, ce qui a été fait pendant le Covid. Et nous, on estime que la crise climatique, elle est au moins aussi importante que la crise du Covid. Et donc, on pourrait avoir tout à fait une dérogation à cette règle-là. Et il y a eu, je crois, 200 fois où elle a été désobéie sur 20 ans. Tu vois, donc voilà. On est globalement pour une Europe des communs. C'est-à-dire qu'on pense effectivement qu'il y a un certain nombre, à l'heure actuelle, de traités européens qui ne vont pas dans le bon sens sur le plan écologique et sur le plan social. Je pense par exemple, tu vois, à la politique agricole commune, qui ne favorise pas du tout les circuits locaux et l'agriculture biologique. À l'heure actuelle, le blé qu'on produit en France, il est exporté pour nourrir des poules en Chine. Voilà. Et avec la situation de tension qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est complètement aberrant. Je pense également au CETA, à tout hasard, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Le CETA, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis que du bœuf bourré aux antibiotiques et aux hormones arrive sur nos étals en France. Et en contrepartie, nous, la France, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le fait que l'appellation Roquefort perdure et ne soit pas galvaudée. Voilà. Donc c'est complètement aberrant sur un plan écologique, c'est complètement aberrant sur un plan sanitaire, donc ces traités de libre-échange n'ont pas lieu d'être. On propose d'inventer par exemple une taxe kilométrique aux frontières européennes. Tout produit qui arriverait d'un petit peu trop loin serait plus taxé que les autres, ce qui permettrait une production un petit peu plus locale. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce qui me vient, mais il y a d'autres choses. Oui, il y a la concurrence sur l'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne, ça fait, je crois, 7 ans ou 10 ans qu'elle ne répond pas aux règles de la libre concurrence sur le gaz. Et nous, cette libre concurrence sur l'électricité, ça fait, en France, ça fait qu'on paye en fait terriblement cher l'électricité, qu'on vend, en fait, qu'on vend et puis qu'on rachète, qu'on vend très peu cher, puis qu'on rachète très cher à des moments où on a des hausses, en fait, on a des pics de consommation d'énergie. Nous, on voudrait un pôle public de l'énergie, en fait. On voudrait pouvoir contrôler ça, en fait, au niveau national. Et le libre-échange, ça ne permet pas ça. Donc, on n'est pas du tout pour un Frexit. Au contraire, on est tout à fait pour une Europe, hein, mais on pense justement qu'il faut la réinventer. On pense qu'il faut renégocier certains traités, voilà, et avoir une Europe des communs. Parce que je voulais aussi rassurer, à part ta question, et aussi beaucoup de gens se posent la question de l'Europe, parce que c'est une question qui est un peu qui fâche et que les gens savent qu'on n'est pas tout à fait d'accord entre nous ici. Et je voulais rassurer tout le monde et tous les gens qui se posent cette question. Regardez, moi je suis là ce soir devant vous, moi je suis écologiste et je suis fédéraliste. Chez Europe Écologie Les Verts, on est pour une Europe fédérale. Et je le crie haut et fort. Et puis, ce que je voulais dire par là, c'est que
on est ensemble en union dans une union pragmatique. Et je reparlais tout à l'heure, je parlais de la crise démocratique qu'on vit aujourd'hui, donc qui aujourd'hui rend de facto un peu l'Europe moins forte et en fait, la crise démocratique en Europe, avec l'Union européenne, elle se traduit dans quoi? Donc aujourd'hui, par exemple, on a des instances européennes qui nous dirigent, qui ne répondent pas à des gens démocratiquement élus. La BCE fait ce qu'elle veut dans son sens. La Commission européenne ne répond presque pas au Parlement européen. Il travaille tout seul. Et donc, en fait, créer une Europe fédérale, c'est aussi répondre à cette crise démocratique à l'échelle européenne. Et c'est cette échelle-là qui nous permettra de redevenir fiers d'être français ou de ne jamais perdre cette fierté d'être français. Et en fait, ça, c'est des choses où on se retrouve avec nos partenaires de gauche. Et en fait, n'en déplaise aux détracteurs, l'Europe n'est pas un problème entre nous. On est conscient de nos différences et on est là pour porter toutes les autres idées qu'on a en commun, et il y en a énormément, on est d'accord sur quasiment tout, pour les porter au pouvoir et gouverner bientôt à partir du 18 juin. L'antre de la gauche aux États-Unis, ici, bienvenue dans un petit oasis au milieu de l'enfer. On est entouré d'un océan de misère et ici, il y a une bouffée d'oxygène. Je suis très heureux d'être parmi vous. Moi, je m'appelle Olivier, j'habite à Montclair. J'ai 2 enfants, ça fait 15 ans que je suis aux États-Unis. Je suis marié à une New-Yorkaise. Et j'ai une question très claire à propos de l'Union. En fait, ironiquement, je pense qu'elle est difficile à réaliser compte tenu du fait que dans le groupe parlementaire qui sera constitué à l'Assemblée, il y aura une décision démocratique sur les contradictions, les plusieurs points, l'OTAN, ainsi de suite. Moi, ma question, elle est simple à vous deux. Comment vous pouvez accepter cette union tout en sachant que la France insoumise a un potentiel de députés beaucoup plus important que n'importe qui d'autre? Et comment se passeraient les décisions? Est-ce que ce sera à la fin que le programme de l'avenir en commun qui sera appliqué, ou comment des minorités pourront émerger de ces décisions éventuellement dans le groupe parlementaire? Merci. Alors, comme disait Oussama, ce qu'on ne perd pas de vue, c'est qu'on est d'accord sur l'essentiel. Les 650 propositions de la NUPS, il y a 5%. Donc, c'est un programme qui a été édicté en commun. Et ça, c'est quand même la première fois depuis longtemps. Parce qu'en fait, même la gauche plurielle, il y a 30 ans, n'était pas unie derrière un programme commun. Et il y a effectivement 5% uniquement de ce programme sur lequel on n'est pas d'accord. Mais on va discuter. Voilà. Il y aura un intergroupe, et puis ensuite, il y aura chacun sous sa paroisse, sous sa chapelle, et on va discuter, parce que je pense qu'aussi, même au sein de la France insoumise, on n'est pas des bons petits soldats de Jean-Luc Mélenchon, contrairement aux apparences. On a tous nos opinions. On peut être d'accord sur certains points et pas d'accord sur d'autres, et il faut réfléchir, il faut discuter. Je pense qu'en général, les points sur lesquels on n'est pas d'accord, c'est que c'est des points qui sont vachement compliqués. Des points de géopolitique qui demandent quand même un certain niveau de connaissance déjà de la situation à l'instant T, et puis un certain nombre de connaissances des enjeux géopolitiques également. Donc on discutera, c'est la démocratie, mais on est d'accord sur l'essentiel. Il faut sauver la planète. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur les Français de l'étranger, même si... évidemment, quand tu seras député de la République française, et les lois majoritairement ne concernent pas les Français de l'étranger, mais force est de constater que notre député sortant a été très absent sur sa circonscription, et non seulement absent physiquement sur sa circonscription, mais surtout absent sur les problématiques des Français de l'étranger. Or, il y a aux États-Unis, je ne connais pas le Canada, des Français qui souffrent, des Français qui ont particulièrement souffert de la crise sanitaire, qui ont été totalement oubliés par le député sortant, qui était prêt à voter même... les mesures, qu'est-ce qu'il fallait pour pouvoir rentrer. Bientôt, on n'avait plus le droit de rentrer dans notre pays. Enfin, moi, il y a des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, et je pense que tu n'as peut-être pas la réponse ce soir, mais il faut absolument les traiter. Il y a la situation des familles binationales, notamment en cas de séparation, en cas de divorce. Il faut absolument passer
des traités, enfin, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais des accords juridiques. Il y a des familles qui sont séparées, qui sont en souffrance totale. Il y a la problématique de non-réciprocité des visas. Et moi, je pense que si on veut rendre la France attractive, peut-être aussi faut-il faire attention à ça. Donc, il y a des sujets comme ça, au-delà des sujets de la carte vitale, sur lesquels je pense qu'une députée des Français de l'étranger peut apporter aussi aux problématiques françaises. Donc, je ne sais pas si tu as des sujets que tu aimerais particulièrement traiter, mais voilà, c'est ma question du soir. Alors, mais en fait, tu fais ma pub. C'est-à-dire que tu te fais le relais, et je compte sur toi pour continuer à le faire, des problématiques spécifiques aux Français de l'étranger, particulièrement ici à New York et aux USA. Tu parlais de ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. On en parlait hier soir. On disait à la conférence hier soir, on disait que sous couvert de peur, en se laissant nourrir de peur, donc ça a commencé d'abord par la peur du terrorisme et puis ensuite par la peur du Covid, on s'est laissé grignoter nos libertés progressivement, jusqu'à un moment où on ne pouvait plus rentrer dans un bar sans montrer sa carte d'identité, sans montrer son certificat de vaccination, et jusqu'au moment où on ne pouvait plus prendre l'avion pour rentrer chez soi. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel je me battrai, tu peux être sûr, pour pas que ça se reproduise, et ou en tout cas pour pas que ça se perpétue, parce qu'on a quand même un gouvernement qui vote à peu près tous les 2 ans une loi liberticide, qui ne sert à rien. C'est pas en augmentant, en tout cas pas dans ce sens-là, c'est pas en augmentant la sécurité qu'on dégage de la liberté, contrairement à ce que pensent nos politiques. Ensuite, non, je n'ai pas de thématique des Français de l'étranger de prédilection. Il y a à peu près tout qui m'intéresse. Je ne suis pas experte dans tout, mais je pense et j'espère en tout cas que j'ai de bonnes qualités d'écoute. Et en général, quand j'ai quelque chose en tête, je vais au bout. Donc je suis un peu au fait des visas E2, du problème de réciprocité. Je me dis qu'il doit y avoir un gros problème aussi au niveau de l'administration française à ce niveau-là. Donc je me dis que ce serait peut-être pas mal de voir, je ne sais pas s'il y a assez de personnel, si c'est assez bien organisé. Je ne sais plus ce que tu as fait remonter, le problème des binationaux, tu vois, en divorce, tout ça, je suis beaucoup moins familière, mais je compte sur toi pour me faire un update. Je suis très modeste, je ne me prends pas pour une femme providentielle, je me prends justement pour un canal. J'ai beaucoup de conseillers consulaires qui m'ont contacté, qui m'ont dit « on ne te lâchera pas ». Bon, voilà. Je compte sur vous pour ne pas me lâcher, pour me faire remonter les problématiques, et en tout cas, je ferai de mon mieux. Ouais, moi je voulais juste rajouter, parce qu'elle a complètement raison, on sera toujours derrière elle, moi le premier. Et en fait, c'est des questions très importantes, parce que c'est des questions qui nous concernent toutes et tous dans notre vie de tous les jours. Il y en a plusieurs. Il y a des sujets classiques, l'éducation, la fiscalité, etc. Mais il y a des sujets un peu plus délicats, comme les sujets de familiaux, de crise familiale, etc. Et pour le coup, en fait, nous, avec la candidature de Florence, on propose une candidature qui sera à l'écoute. Parce que, comme encore une fois, je disais en préambule, il y a un réseau qui est le plus grand réseau d'élus derrière une candidature. Et donc, en fait, là, c'est un canal privilégié d'échange et de pouvoir continuer à justement faire remonter les doléances des gens sur des sujets qui sont parfois délicats. Je vous donne juste à titre d'exemple, aux États-Unis et au Canada, on a énormément de Français qui sont en situation irrégulière, donc qui n'ont pas de visa et qui vivent ici. Et je vous donnais juste un exemple que moi, j'ai vécu, que j'ai poussé. En conseil consulaire, on a droit de donner des aides sociales, des aides, surtout en temps de Covid. Il y a une aide qui s'appelait le secours occasionnel à la solidarité. Et donc, du coup, c'était une aide très petite de 200-300 € par mois en temps de Covid pour les gens qui avaient perdu leur boulot, etc., qui souffraient du Covid d'une manière très, très compliquée. Moi, j'ai rencontré cette famille qui était donc en situation irrégulière aux États-Unis. Donc, je vous le rappelle, c'est très, très délicat. Donc, pas la possibilité d'avoir de compte bancaire, pas la possibilité de pouvoir se déplacer, pas de permis de conduire, c'est super compliqué. Donc, en plus, c'était des gens qui n'étaient pas au chef-lieu de ma circonscription, qui n'habitaient pas à Chicago. Donc, ils n'avaient pas accès au consulat facilement.
Donc moi, quand je porte ce dossier au conseil consulaire, qu'est-ce qui se passe? On me dit sous couvert qu'on doit quand même avoir un respect en tant que diplomate pour le pays dans lequel on est. On ne donne pas l'aide récurrente parce que ça les encouragerait à rester en situation irrégulière ici. C'était vraiment aberrant. Voilà. Et ça, je me souviendrai toujours, en général, les problèmes des Français de l'étranger sont consensuels. Alors, je peux vous dire, moi, je suis dans un conseil consulaire où je suis le seul élu de gauche et les 3 autres sont à droite. J'ai perdu à 3 contre 1. Et donc, on a laissé une famille qui était dans une précarité extrême, sans aide, et ça, je ne peux pas le laisser passer. C'est-à-dire, même si Florence ne me répond plus, je ferai un truc pas écologique. Je prendrai l'avion et j'irai à l'Assemblée nationale et je me mettrai devant son bureau. Donc en fait, c'est très important qu'on puisse justement faire remonter les sujets délicats. Et j'en ai connu en tant que conseiller consulaire, on en reçoit beaucoup. Et il faut le rappeler aussi, c'est que le sortant, le député sortant répond très peu aux sollicitations des citoyennes et citoyens. Moi, j'ai les remontées de terrain, il ne répond pas aux emails, les gens l'ont sollicité plusieurs fois, surtout en temps de Covid. Ça, c'est juste pas possible. Et Florence me le rappelait il y a quelques jours, parce qu'on est en déplacement depuis assez longtemps maintenant, que pour elle, c'est le b.a.-ba. Et je te laisse peut-être dire ça, tu répondras à tout, et voilà. C'est mon meilleur VRP, Oussama. Bonsoir. Merci beaucoup pour ces réponses très étayées qui sont très agréables à l'oreille. J'ai une question parce que j'ai noté que tu avais parlé de l'équivalence des diplômes quand tu t'es présenté. Et comme je sais que tu es professionnel de santé et que tu as dû passer par un parcours peut-être un peu... c'est un parcours administratif en fait de faire reconnaître ces diplômes. Donc je voulais savoir si tu avais d'une expérience à partager et de deux peut-être une solution à apporter ou un problème à souligner qui pourrait peut-être éclairer pas mal de nos concitoyens ici. Alors je n'ai pas encore l'équivalence du diplôme de médecin au Québec. Il y a un gros lobbying de l'Ordre des médecins au Québec sur les équivalences de diplômes. Voilà. Alors qu'il manque cruellement de médecins. Pourtant, je suis quelqu'un de très motivé, mais en fait, si je suis venue à Montréal, c'est pour suivre mon conjoint. Et le problème, c'est que l'équivalence de diplôme pour être médecin au Québec, il faut partir dans un désert médical et ça plaisante pas, les déserts médicaux au Québec. C'est pas le sud-ouest. Hein, voilà. Donc, il faut s'éloigner beaucoup et longtemps parce qu'en fait, ce sont des stages payants, 2000 $ la semaine. Donc, en fait, il y a un établissement qui finance ce stage, mais qui dit en contrepartie, il faut rester 2 ans. Voilà. Donc, du coup, pour l'instant, je n'ai pas l'équivalence. Paradoxalement, je crois que c'est moins compliqué ici. Voilà. Il faut ici, si j'ai bien compris, repasser un écrit puis un résidanat. Mais l'avantage du résidanat, même si on doit faire profit de BAM, on va dire qu'en tant que femme médecin, j'ai l'habitude, au moins on est rémunéré. Mais il y a effectivement un gros problème d'équivalence des diplômes. C'est quelque chose qui est vraiment à réfléchir parce que c'est un petit peu comme tout. Si on fait preuve d'un petit peu d'imagination, on peut trouver des solutions. C'est-à-dire que moi, si on m'avait dit... Parce qu'en fait, un des arguments qui est avancé, c'est « Ah, mais tu comprends, le médecin québécois, il gagne 4 fois plus que le médecin français. » Mais pas de problème. Si moi, j'arrive au Québec et qu'on me dit « Tu vas gagner 2 fois moins qu'un médecin lambda parce que tu es expatrié », mais pas de problème. Donc il y a toujours, je pense, effectivement des solutions à trouver. Il y a quand même un très bon dialogue entre le Québec et la France. Donc je pense qu'il y a des choses à valoriser là-dessus. Et pour ce qui est des USA, à voir. J'attends de me faire conseiller sur la question. Oui, bien sûr. Attends le micro. Proposer aux gens d'être payés 2 fois moins que les locaux, c'est créer de la concurrence. Je veux dire, l'Europe, les travailleurs détachés, c'est un scandale. Et je pense que justement, il ne faut pas dire ça. Mais tu vois, si on est employé par un hôpital, c'est pas les gens qui payent. Tu vois, pourquoi pas, finalement. Ouais, ils emploieront plus d'autres médecins. Ouais, c'est pas faux. Bon, en tout cas, il faudra qu'on fasse preuve d'imagination pour chercher des solutions. Bonsoir.
Merci déjà parce que c'est vrai qu'on sent votre sincérité et votre écoute et je pense qu'en termes de méthode par rapport aux députés sortants, ça changera. Moi, j'ai 3 exemples ici sur la santé, sur la retraite et la vieillesse ensuite. La santé parce que il y a peu, j'ai dû renoncer à des soins parce qu'ici, je suis couvert par la mutuelle de mon conjoint, mais pour quelque chose d'assez fréquent, hein, malaise, aller à l'hôpital, des examens qui s'en suivent. J'ai eu une facture de $1 500 assez rapidement. Hein, et tout récemment, un problème dentaire. Et voilà, pour poursuivre, on a beau demander si on est in-network 5 fois avant qu'on nous fasse l'examen, on reçoit la facture de 600 ou 800 dollars dans les quelques semaines suivantes. Et donc, on ne poursuit pas les soins et on reste avec sa rage dedans. Ça, c'est un exemple de ce à quoi on pourrait arriver en France prochainement, au-delà des médecins généralistes pour lesquels on attend des mois, y compris en France aujourd'hui. Sur la retraite, j'ai eu la surprise de découvrir. Sur la santé, je compléterai parce que la première consul de France à New York m'avait dit une fois, et ça m'avait beaucoup surpris, que la première dette médicale de personnes étrangères en France, c'est des Américains. On n'en parle jamais, mais c'est la première dette médicale en France. Donc, vous dire l'état de santé, l'état du niveau de santé ici pour que des touristes américains puissent se refaire une hanche ou je ne sais quel autre examen en France. Sur la retraite, j'ai découvert aussi avec surprise qu'une amie du Midwest qui vit à New York, ses parents, de la classe moyenne assez moyenne élevée ici, avaient fait le choix de d'aller vivre au Portugal pour leur retraite parce que après 65 ans, leur mutuelle était trop chère pour pouvoir prendre le risque d'être malade ici à la fin de sa vie. Et le troisième exemple, la vieillesse. Mon voisin Carlos, qui est cubain, qui a migré ici parce qu'il était homosexuel et qu'il a fui Cuba à l'époque où Cuba n'était pas ouvert aux homosexuels, même si ça a changé depuis. Il a la retraite minimale et la mutuelle minimale. Et après quelques problèmes de santé l'an dernier, et après avoir été dans plusieurs maisons de convalescence, maintenant il se retrouve au fin fond du Bronx, au fin fond du couloir, parce qu'il a la retraite minimale, et dans une chambre à 4 personnes où il ne voit pas la fenêtre de la journée. Donc il est dans vous pouvez imaginer, pendant 6 mois avec les fameux rideaux d'hôpital. Voilà. Et son état de santé se dégrade parce que le personnel est en sous-effectif, parce qu'il a eu des escarres qui se sont développés alors qu'il allait très bien quand il est arrivé là, pour cause de Covid au début. Bref. Donc, moi, je suis vraiment convaincu que quand vous dites, monsieur, le grand remplacement, et etc., effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Florence que aujourd'hui, la colère, elle est d'abord sociale et elle est d'abord parce qu'on sait qu'on va dans le mur face à ce modèle-là. Et donc, moi, j'ai confiance dans le renouvellement que vous incarnez. Et la première fois où je suis venu ici, c'était pour une mobilisation de Chiliens et Chiliennes qui se sont battus contre les politiques néolibérales dans leur pays, contre l'explosion des inégalités, parce qu'il n'y a pas peut-être plus inégalitaire comme pays que le Chili, et qui ont, après détermination, après mobilisation, parce qu'ils y ont cru, ils ont obtenu un processus constituant, comme vous le proposez dans la NUP, pour changer la règle du jeu démocratique, la règle de notre Constitution, et ils ont élu un président de gauche aujourd'hui à la tête du Chili. Donc vraiment, ça me donne espoir, et vraiment, comment on peut, ma question est celle-ci, comment on peut, mobiliser les abstentionnistes? Parce que là aussi, je suis hyper... alors, j'ai le même accent que Florence, parce que je ne suis pas là en tant que Français, ni en tant que Français de l'étranger, mais en tant que Gersois, parce que je partage avec Florence le Gers. Et du coup, comment on peut mobiliser les abstentionnistes dans une circo qui fait 230 000 personnes et où il y a 85% d'abstention? Donc, parce que c'est ça qui va faire la clé. On peut gagner l'élection si chacun on convainc 3-4 personnes de plus. Donc, quel est le message qu'on peut porter, nous, aux abstentionnistes pour vous faire gagner et vous envoyer à l'Assemblée nationale demain? Je te reconnais, ça y est.
Alors effectivement, on a coutume de dire qu'un vote des Français de l'étranger, ça vaut pour 5 votes en métropole. Donc ça, c'est important à dire. On peut dire aussi que le grand remplacement, c'est nous, à l'Assemblée. Voilà, littéralement. Oui, pardon. Alors, la question que tu me poses, c'est comment est-ce que tu peux nous vendre là en 2-2 à des personnes qui ne veulent pas aller voter? C'est ce que je disais tout à l'heure à Alexis. Alexis me disait comment on fait pour mobiliser. Il me posait à peu près la même question. Alors, je lui ai répondu 3 choses. Ça ne répond pas tout à fait à ta question, mais je vais y redire à la fin. Je disais qu'on comptait là, pour la participation, on comptait sur 3 choses. On comptait sur la NUPS, parce que c'est incroyable. En fait, les gens sont super contents, mais c'est normal. Pour nous, c'est une évidence, cette alliance des gauches et de l'écologie. Et pour les électeurs, encore plus. Et donc, moi, je rencontre des gens qui me disent « Moi, je n'ai pas voté depuis 15 ans, mais là, je vais y aller ». On compte sur ça. On compte sur le vote numérique qui commence vendredi. N'oubliez pas, qui commence vendredi. On compte également sur le fait qu'on a enfin remis les législatives dans le débat. Jusque-là, législatives, ça avait été sciemment occulté. Non, il faut donner quitus au président, hein, il faut que le président puisse faire ce qu'il veut. Et on est enfin en train de dire, voilà, il peut y avoir une cohabitation, on peut faire des choses intéressantes. Donc on table sur ces 3 choses. Après, comment nous vendre? Je ne sais pas comment nous vendre. La seule chose que tu peux dire, même si c'est une promesse qui n'engage que celui qui le dit, on est très honnête. Peut-être trop, mais on table sur ça en fait. On table sur le fait qu'on a un programme honnête, on a des idées qui reposent sur des bases, je pense, assez solides, qui sont réfléchies, et on a vraiment, vraiment très envie de les mettre en œuvre. Voilà. Donc si tu veux rajouter quelque chose, mon VRP. Oui, bien sûr. Toujours. C'est très vertical, la France. Hein. Je saurais m'exécuter. En fait, merci d'avoir posé cette question parce que c'est très important. Moi, je le répète à chaque fois qu'on a un événement avec les Françaises et les Français, c'est que l'élection ne se joue à rien du tout. En fait, chaque voix compte et on ne le répéterait pas assez parce que justement, on est très peu à voter. Et donc, cette année, on a la grosse nouveauté d'avoir accès au vote par Internet. Et donc, je pense que ça, en soi, peut aider beaucoup de gens à aller se déplacer. Quand vous dites à un Français qui habite ici, déplace-toi le samedi à l'école française de Brooklyn ou un truc comme ça pour aller voter. Ah ben non, je suis dans le Vermont, je suis machin. Donc déjà, sur la forme en soi, on aura plus d'accessibilité au vote. Donc ça, c'est super important. Et si vous voulez vous porter un peu, nous aider dans cette campagne dans ce sens-là, ne vous arrêtez pas à dire que le vote par Internet est disponible. Expliquez aux gens comment voter. Demandez-leur s'ils ont reçu l'email avec l'identifiant et le texto avec le mot de passe. Envoyez-leur les liens. Utilisez votre WhatsApp. Est-ce que tu as voté aujourd'hui? Ça s'est ouvert le 27. Rappelez-vous, le 27 mai, ça commence. Donc, parlez-en autour de vous. Je suis sûr que si chacun d'entre vous connaît 4-5 Françaises et Français, envoyez-leur pour voter. Et puis, pour faire notre pub, comme le rappelait Florence, en fait, il y a aussi notre comparaison au sortant. Et n'en déplaise à nous deux, c'est quand même lui qui est favori. Nous, on est là pour montrer le changement. Parce que, en fait, si vous voulez, rappelez-vous que les 5 dernières années, on a été quand même le pays du greenwashing. On a payé McKinsey des fortunes pour avoir des slides où vous vous souvenez quand on a fait la campagne Make Our Planet Great Again? Est-ce que vous vous souvenez ça? Qu'est-ce qu'on en a fait? Rien du tout. Rien du tout. C'était de la pure communication. C'est 5 ans d'inaction climatique. Donc, rien que ça en soi, comme je le disais en préambule, c'est plus des convictions. C'est plus du ressort de l'idéologie. C'est la science, c'est les faits. Et donc, en fait, parlez aux gens de ça. Après, on a un programme qui est très sérieux. Le programme de la majorité, moi, je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, on n'a pas de programme. Voilà. Nous, on a 650 propositions qui sont très détaillées et qui sont surtout financées. Et par des économistes de renom, dont certains sont Français de l'étranger. Et donc ça, c'est les Français d'Amérique du Nord, en particulier. Donc voilà. Alors parlez-leur
de la forme, parlez-leur du fond. Et puis, en fait, finalement, comme disait Florence, nous, on n'est pas des personnes providentielles. Hein. Notre personne importe peu, finalement, face aux causes et aux crises qu'on débat. Donc voilà ce que je dirais pour aller parler. Et donc, n'oubliez pas, c'est une campagne de sortie de vote. Il faut en parler autour de soi. Voilà. Voilà, on va terminer cette soirée. Ça termine très bien. Tu auras le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci de ces questions. Merci de cette écoute et de ce soutien. Ça fait vraiment du bien. Comme je disais tout à l'heure, il se passe quelque chose. On verra où ça nous mène, mais en tout cas, c'est vraiment très motivant et très agréable. Merci. Voilà, oui, je veux juste vous dire, le bar est encore ouvert, je crois, pour une demi-heure, mais la cuisine est fermée et on pourra partir, oui, d'ici 20 minutes, quelque chose comme ça, si vous voulez rester pour discuter. Je vais mettre mon écharpe.